Bonjour, Bénédicte Calat de Zero Waste France. Zero Waste France, c'est une association qui milite pour le zéro déchet, zéro gaspillage. Vous avez notamment produit un rapport en mai 2025 intitulé Les promesses funeuses de l'incinération. C'est un rapport d'une 60aine de pages. C'est notamment ce rapport aussi qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà. Zero Waste France, c'est une association nationale. Vous avez aussi des réseaux locaux et européens, avec notamment Zero Waste Europe, qui avait aussi d'ailleurs coproduit en 2022 un rapport sur l'image phare d'incinération des déchets. Et je précise donc que vous êtes la responsable des affaires juridiques de Zero Waste France. Ça va? Vous allez bien? Juste pour être sûr. Bonjour, Raphaël Janel, vous êtes la deuxième intervenante de ce panel, aux côtés de Bénédicte. Vous êtes avocate, spécialiste en droit de l'environnement, vous exercez au barreau de Paris. Vous vous intéressez beaucoup à la sécurisation des boucles de recyclage et aux déchets, ainsi qu'aux incidences sur l'environnement. Et vous intervenez aujourd'hui notamment pour nous parler des réglementations. Voilà. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, allez-y. On parle des incinérateurs, mais pour bien comprendre de quoi on parle exactement, parce que tous les déchets n'ont pas forcément vocation à être incinérés, à aller dans ces incinérateurs, en préambule, pour que tout le monde comprenne bien de quels déchets on parle, et plus généralement de quoi on parle au sujet de ces centres. Que vaut-on exactement? Bonjour à toutes et tous. Je pense. Merci déjà d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Juste pour préciser, donc nous effectivement Zero Waste France, on est une association, donc on se définit comme une association citoyenne dans la mesure où déjà on a un grand nombre d'adhérents et aussi parce qu'on est financé en grande majorité par des dons. Et aussi parce que notre association, comme beaucoup d'associations, ont été créées à l'origine par des citoyens qui étaient justement inquiets, donc à l'image justement du collectif 3R qui est très inquiet de la pollution, justement des émissions polluantes autour du traitement des déchets, donc des incinérateurs, mais aussi des centres d'enfouissement, donc de stockage de déchets. Donc la lutte, elle est vraiment partie de ça, du constat d'une absence aussi de réglementation, puisque la première réglementation sur les émissions des incinérateurs, ça date de 2002. Donc l'association a été créée en 97 et à ce moment-là, il n'y avait vraiment rien du tout. Mais à mesure en fait que l'association a investi ce sujet, il y a eu un choix aussi en fait de remonter la chaîne de production des déchets. Et c'est vrai que nous aujourd'hui à Zero Waste France, on travaille davantage vraiment sur l'économie circulaire, donc ce qu'on appelle l'amont, et donc de faire ce travail de plaidoyer pour obtenir un cadre réglementaire beaucoup plus contraignant sur ce qu'on met sur le marché. Donc vraiment notamment réduire la production de plastique à usage unique, d'encadrer davantage les filières productives en fait finalement de ce qu'on met sur le marché. Et puis c'est aussi dans un contexte où là on voit vraiment qu'il y a un retour en force de l'incinération, et donc on va en parler, et des alertes en fait qui ont été formulées par nos groupes locaux. Donc il y a certains représentants dans la salle qui ont été du coup alertés par la multiplication de projets sur leur territoire. Et c'est ce qui nous a poussé en fait à produire ce rapport, qui est principalement en fait un rapport de vulgarisation et qui fait une grande synthèse de tous les enjeux sur l'incinération. Et en fait, c'est un outil justement à destination des citoyens, des citoyennes, aussi des décideurs, mais dont vous pouvez également vous saisir en termes d'argumentaire pour challenger notamment les porteurs de projets lors de réunions publiques. Pardon, du coup, j'ai pas répondu à la question encore. Donc, les incinérateurs, donc ce qui s'appelait à l'origine les unités d'installation des ordures ménagères. Donc, à l'origine, ces installations, elles avaient vocation donc à traiter, à brûler, à éliminer les ordures ménagères, donc les déchets collectés par le service public de gestion des déchets. Donc quand on parle d'OMR, en fait, c'est vraiment donc votre poubelle noire ou votre poubelle grise, comme vous l'appelez. C'est des déchets en fait qui sont mélangés, qui sont pas triés et qui sont en fait simplement incinérés tels quels.
Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, une grande partie des déchets qu'on retrouve dans cette poubelle grise, noire, ne devraient pas y être. Donc on a notamment une étude de caractérisation, donc la plus récente malheureusement de l'ADEME à ce sujet, elle date de 2017, mais qui montre qu'en gros 40% des déchets qui sont présents dans les OMR en fait relèvent de filières REP et font l'objet donc à ce titre une filière REP, c'est-à-dire que sur une filière donnée, sur les meubles, sur les emballages, sur les produits électriques et électroniques, en fait les producteurs doivent s'organiser pour déjà financer en fait la gestion et le traitement des déchets, mais ils doivent aussi dans ce cadre remplir un cahier des charges au niveau national et donc atteindre un certain nombre d'objectifs réglementaires sur le recyclage, sur le réemploi, la réparation, etc. Et donc, c'est-à-dire que, en fait, si on a des déchets notamment des emballages qui se retrouvent dans la poubelle grise, eh bien, elles seront incinérées, alors que normalement, elles auraient dû être triées, notamment pour être recyclées. Et donc, pour faire l'objet d'une valorisation matière. Donc ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'il y a aussi donc, des déchets comme les biodéchets, donc les déchets alimentaires fermentescibles, qui se retrouvent dans les OMR. C'est encore 30% des déchets de la poubelle grise aujourd'hui, alors même que, comme beaucoup d'entre vous le savent, eh bien, le tri à la source des biodéchets est prévu dans la loi depuis le 1er janvier 2024. Et aujourd'hui, même si cette obligation, en fait, elle date vraiment, elle est entrée en vigueur en 2024, mais en réalité, elle était prévue dans la loi depuis plusieurs années, 7 ans, il me semble, avant son entrée en vigueur. Et malgré ça, on a très peu anticipé en fait la mise en œuvre de cette obligation, qui fait qu'aujourd'hui, seulement un tiers des Français et Françaises sont couvertes par une solution de tri à la source des biodéchets, ce qui veut dire que concrètement, soit à quelques mètres de votre lieu de vie, vous bénéficiez en fait d'un point d'apport volontaire, donc un endroit où vous pouvez vider vos biodéchets, soit ils sont collectés en porte-à-porte. Notamment. Donc ça, aujourd'hui, c'est toujours pas mis en œuvre, et c'est ce qui explique notamment qu'on a encore beaucoup de déchets qui se retrouvent dans les OMR. Juste pour préciser rapidement que même si on respecte les obligations de tri, évidemment, c'est pas du tout la solution, puisque même si on a observé ces dernières années qu'il y a une légère baisse des OMR, ce qui veut dire que du coup le respect des obligations de tri augmente, en réalité, les DMA, donc c'est-à-dire l'ensemble des déchets ménagers assimilés, donc l'ensemble des déchets produits par les ménages, continuent à augmenter. Ce qui veut bien dire qu'en fait, on ne réduit pas nos déchets. Donc certes, ils sont extraits de la poubelle grise et donc ne se retrouveront pas ni en enfouissement ni en incinération. À supposer que derrière, du coup, puisque même ce qu'on trie, certains des déchets qui sont triés se retrouvent quand même en incinération. Par exemple, quand on regarde les emballages en plastique, il y a beaucoup d'emballages plastiques qui ne sont pas recyclables et donc ça va être ce qu'on appelle des refus de tri et ils vont quand même être redirigés soit vers l'incinération, soit vers l'enrichissement ensuite. Et donc c'est ce qui nous pousse aussi bien sûr à pousser pour des objectifs de réduction et de prévention qui soient plus forts, puisque améliorer le tri des déchets, ça n'évite pas du tout ce qui se retrouve in fine, notamment dans les incinérateurs. Il faut préciser également qu'une grande partie des déchets incinérés ne viennent pas forcément des particuliers, mais aussi des entreprises privées. C'est un constat que vous avez fait. Oui, en fait, on voit de plus en plus que, en fait, notamment dans les arrêtés préfectoraux, en fait, les installations de traitement de déchets sont autorisées à traiter en partie, du coup, des déchets d'activité économique. Alors, normalement, donc ça, c'est fixé au niveau territorial où, en gros, le service public de collecte des déchets ne veut pas collecter au-delà d'un certain seuil de déchets provenant, du coup, d'entreprises. Et que du coup, si l'entreprise elle produit un certain nombre de déchets au-delà de ce seuil, eh bien, elle doit signer un contrat avec un prestataire privé, etc. Mais dans les faits, en fait, il y a des abus. Et ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, les UIOM, à la base, en fait, c'est un service public qui est financé par le contribuable. Alors déjà, en fait, les installations à l'origine, eh bien, en général, l'exploitant il répond à un appel à projet, mais ensuite, le fonctionnement est principalement en fait financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc encore une fois aux frais des contribuables. Et donc nous, on estime en tout cas que, en tout cas, il y a des choses qu'on pourrait mettre en place, en tout cas, pour que les acteurs privés contribuent davantage, mais surtout aussi se rappeler à quoi servent ces installations. Et du coup, même si les DMA baissent, comme je le disais, si en parallèle, du coup, les incinérateurs continuent à avoir
des flux en fait, de déchets d'activité économique, ça ne va pas permettre non plus d'enclencher cette dynamique de réduction des capacités que nous on appelle de nos. Vous voulez que les entreprises privées contribuent davantage financièrement, concrètement? C'est vrai que, nous, en tout cas, quelque chose auquel on a notamment réfléchi, c'est que, en fait, on sait déjà aujourd'hui, quand on parle de la responsabilité élargie du producteur, donc ce système auquel doivent contribuer en fait les entreprises qui mettent des produits sur le marché doivent payer ce qu'on appelle une éco-contribution, en fait, pour financer la fin de vie des produits qui mettent sur le marché. Aujourd'hui, déjà, quand on regarde, en fait, on va dire ces éco-contributions, elles couvrent pas, elles sont loin de couvrir en fait le coût du service public de gestion de déchets. Donc ça veut dire qu'en fait c'est les collectivités territoriales qui derrière sont dans le rouge. Et surtout sur en fait toutes les filières, les éco-organismes et donc derrière eux les entreprises n'atteignent pas un ensemble d'objectifs qui leur sont fixés, notamment ceux de recyclage. Et ça veut dire que si c'est pas recyclé, en fait ça se retrouve bien soit enfoui, soit dans les incinérateurs. Et du coup on pourrait très bien imaginer une taxe, un mécanisme financier qui permette du coup qui atteigne ce manque à gagner en fait entre finalement, l'écart en tout cas entre les objectifs de recyclage qu'ils étaient censés atteindre et le taux de recyclage effectif. Raphaël Genel, alors déjà sur ces incinérateurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des normes, des réglementations? Et j'ajoute directement une deuxième question, vous répondrez comme ça aux deux. On a parlé des PFAS tout à l'heure. On a vu que du coup, on a l'habitude d'être exposé aux PFAS via l'eau, mais cette fois-ci, c'est via notamment les poussières. Est-ce que là, on a déjà des premières réglementations ou ces normes n'existent pas? Alors, merci pour ces questions. Bonjour à tous. Pour y répondre, je vais repartir de là où on vient et là où on en est aujourd'hui en termes de réglementation environnementale. Donc, moi, je fais du droit de l'environnement tout le temps et on a des réglementations qui sont en silo, c'est-à-dire un peu comme nos sciences dures. En médecine, on fait l'urologie, l'ophtalmologie, des choses comme ça. Donc, nos réglementations, c'est, par exemple, les produits chimiques, la mise sur le marché, les quantités qu'on va mettre sur le marché. On va avoir une réglementation spécifique pour les industries. Dedans, on va avoir les incinérateurs. Arkema, dont on a parlé tout à l'heure, production houillère, production de produits chimiques, ça va être un pressing, tout ça c'est une réglementation spécifique. On va avoir une réglementation en fonction des milieux, réglementation eau, donc prélèvement de la ressource en eau, modification d'un cours d'eau, donc c'est une réglementation particulière. Réglementation air, atmosphère, qualité de l'air, dans les villes principalement, etc. etc. Réglementation déchets aussi, qui n'est pas la même que la réglementation industrielle, même s'il y a des coûts. Donc voilà comment on réfléchit, c'est une réflexion en silo. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup des PFAS, et on se rend compte que les PFAS, c'est ce que j'ai compris aussi aujourd'hui de ce que nous ont dit nos scientifiques ce matin, on en retrouve partout. On en retrouve dans l'eau, dans les sols, dans les produits qu'on a sur nous. Et donc le problème est global. Et donc on a des réglementations sectorielles. Quand on prend des réglementations, on est obligé de s'inscrire dans ces secteurs dont je vous ai parlé. Donc pour répondre à votre question sur l'état de la réglementation sur les PFAS, on a plusieurs textes qui viennent réglementer ou essayer de connaître les PFAS. Et c'est ce que traduit le plan interministériel qui a été adopté en 2024 sur réduire le risque PFAS. Il y a plusieurs axes. On a un axe de connaissance, parce qu'on a vu ce matin aussi qu'on ne connaissait pas tout, améliorer les connaissances en matière de PFAS. On a réduire les risques et puis aussi gérer les risques. Ça va être gérer les risques, ça va être aussi les conséquences des risques, gérer les pollutions dans les sols et les eaux, par exemple. Réduire les risques, réduire l'utilisation des PFAS dans les produits et la mise sur le marché de produits avec des PFAS. Et améliorer les connaissances, ça va être la cartographie des sites qui utilisent des PFAS ou en rejettent. Il y a une cartographie qui a été mise en ligne cet été par les pouvoirs publics et on voit tous les sites dans lesquels il y a des PFAS qui sont utilisés, enfin ceux qui sont prêtés à exercice, même s'ils étaient obligés, et ceux qui en rejettent. Et donc voilà, c'est un peu les trois piliers autour desquels est articulée la réglementation et qui
avance. C'est peut-être, s'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, ça serait celle-là, c'est de se dire qu'il n'y a pas rien qui est fait, même si ça peut parfois sembler dérisoire, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Il y a des restrictions sur les PFAS qui ont été adoptées. Donc, la loi dont on a parlé ce matin de février 2025 sur la protection de la population contre les PFAS, qui prévoit une réduction, une interdiction progressive de mise sur le marché de plusieurs types de produits comportant des PFAS. Donc n'importe quel PFAS, peu importe chaîne longue, chaîne courte, il n'y a pas de restriction sur le type de PFAS. En revanche, il y a une liste de produits précise, c'est la loi française, et donc ça va être dans les cosmétiques. On parle d'octobre 2026 pour l'interdiction de mise sur le marché. Dans les cosmétiques, les fardes de ski. Donc ça, j'ai découvert, apparemment, dans les produits qu'on utilise pour farder les skis, il y a beaucoup de PFAS. Et les textiles. Dans les textiles, il y a des PFAS. Par exemple, nos imperméables. Moi, j'avais acheté un K-Web pour aller en expertise il y a 3 ans, et quand j'ai entendu parler des PFAS, j'ai écrit à K-Web pour leur demander s'il y avait des PFAS sur mon imperméable. Je n'ai jamais eu de réponse. J'en ai déduit que oui, puisque ça fait partie des produits qui vont être interdits à la vente s'il y a des PFAS dedans. Donc il y a ce volet restriction. Donc en France, on a ce volet général. Après, je viendrai peut-être sur les limites, mais juste un état de la réglementation, ce qui est en train d'être fait. Il y a aussi des restrictions qui ont été adoptées au niveau européen sur les PFAS, qui vont être entrées progressivement en vigueur. Un règlement de 2024 qui interdit un certain type de PFAS. Alors j'ai noté, mais moi je suis juriste, je ne suis pas scientifique, c'est les PFHXA qui sont interdits dans certains types de produits au niveau de l'Union européenne. Donc ça va être dans les textiles, les emballages alimentaires et les cosmétiques en octobre 2026. Puis en octobre 2027 dans les autres textiles grand public. Et puis après, en 2026, en avril, les mousses à incendie, dont on a parlé tout à l'heure, génériques. Et puis en 2029, les mousses à incendie utilisées dans l'aviation civile. Donc on va avoir une interdiction de ce type de PFAS en particulier. Donc c'est pas forcément très satisfaisant parce que ça vise seulement un certain type de PFAS au niveau européen. Mais bon, voilà, ça avance. Et il y a dans les tuyaux un projet de restriction, d'interdiction de tous les PFAS, tous les types, donc plus seulement un certain type de molécules, dont on parle 2023 et qu'a évoqué la dame de Génération Future ce matin, et qui est censé être adopté, si tout avance bien, au cours de l'année 2026. Avec, comme d'habitude dans les interdictions, il y a un calendrier de mise en œuvre pour permettre aussi à nos industries de s'adapter, de trouver des solutions alternatives. Ça, il y a un enjeu aussi là-dessus. C'est pour ça que ça ne va pas forcément très vite. Il y a du lobbying et il y a un besoin d'adaptation pour trouver des solutions alternatives. Parce que comme vous avez entendu, ces produits-là, ils sont utilisés partout dans notre vie du quotidien. On parle quand même de cosmétiques. Alors, je ne sais pas si c'est dans du rouge à lèvres, mais des trucs qu'on met dans sa bouche, les imperméables aux enfants, enfin, ils sont partout, donc on doit trouver des choses alternatives. Donc ça, c'est le volet restriction. Il y a aussi un projet de règlement européen d'interdiction des PFAS dans les jouets. Ça paraît étonnant, mais bon, c'est encore autorisé. Et on attend ce règlement-là pour les mois à venir. Donc voilà le volet interdiction. Après, dans la loi de 2025, de février 2025, il y avait interdiction de certains produits avec des PFAS. Et il y a aussi un volet contrôle de la qualité de l'eau potable. Donc, il y a connaître la qualité de l'eau potable, donc savoir ce qui entre dans les usines de traitement des eaux potables et ce qui en sort, avec des normes de qualité qu'on a évoquées tout à l'heure, fixées par la réglementation européenne et qui sont applicables strictement, on va dire, en janvier prochain. Ça, c'est le deuxième volet de la gestion du risque PFAS et de la prévention. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des villages dans les Ardennes de mémoire, dans lesquels on a relevé des taux de PFAS supérieurs à la limite réglementaire à venir. Et donc, il y a eu un arrêt, une interdiction de consommer l'eau du robinet, je crois que c'était la semaine dernière. Voilà. Et donc, du coup, avec une distribution d'eau en bouteille pour la population concernée. Une par personne. Et de façon surprenante, c'était une bouteille par personne et par jour. Quand même, ça paraît un peu dérisoire. Voilà. Donc il y a ce volet-là, qualité de l'eau. Et le troisième volet, donc il y a le volet interdiction de certains produits mis sur le marché de produits, donc qui va réduire mécaniquement quand même la quantité de PFAS qu'on devrait retrouver dans l'environnement, mais qui va être graduelle. Ah oui, et il y a aussi l'interdiction des mousses à incendie de façon plus globale qui est passée il y a 15 jours
et qui s'échelonne, qui va être progressif jusqu'en 2035. Donc on va dire que les mousses à incendie dans un extincteur portable, ça sera l'année prochaine, et puis après, sur les sites Céveso, si on n'a pas trouvé d'alternative, ce sera en 2035. Bon, ça va échelonner dans le temps. Et le troisième pilier, c'est aussi, on a vu qu'il y avait des rejets industriels, donc ceux qui fabriquent les PFAS et qui en rejettent. Et donc là, il y a une fixation en France d'un objectif, d'une trajectoire nationale de réduction pour toucher à la fin à zéro rejet d'ici à 2030. Donc il y a cet objectif-là. Voilà, donc ça c'est la loi française. Et alors après, une loi, ce qu'il faut savoir, c'est que soit elle a des dispositions suffisamment claires qu'on puisse les appliquer directement, soit il faut des textes d'application, donc des décrets qui disent précisément qu'on va appliquer pour que concrètement ça soit appliqué par vous et moi ou les industriels concernés. Et cette loi de février 2025, il y avait 5 décrets qui doivent être pris pour qu'elle soit appliquée. Et il y en a à ce stade un seul qui a été pris. C'est celui qui fixe la trajectoire de réduction des rejets de PFAS dans les installations industrielles. Il date de septembre et il nous dit on doit réduire de 70% d'ici 2028 et puis on tend vers la fin d'ici 2030. Voilà ce qu'on a. On attend un décret pour les interdictions de textiles, cosmétiques dont j'ai parlé tout à l'heure de PFAS dans ces produits-là. On attend le décret qui va nous dire quels sont les textiles qui ne sont pas concernés, parce qu'on a des exceptions. Donc on attend ce décret-là, qui avait été discuté en consultation publique cet été avec le décret sur la trajectoire de réduction des émissions dans les installations industrielles. Il n'a pas encore été publié. On attend aussi un décret qui doit préciser les modalités de calcul de la redevance dont on a parlé tout à l'heure. Donc, parce que les industriels, ceux qui rejettent dans l'eau des produits qui ne s'y trouvent pas forcément naturellement ou en grosse quantité, doivent payer une redevance aux agences de l'eau qui permet aux agences de l'eau de financer des projets d'amélioration de la qualité de l'eau, enfin tout un tas de projets liés à l'eau. Et donc c'est censé être dissuasif. On parle de 100 € pour 100 mg rejetés. Mais ce décret qui va permettre le paiement de cette redevance a été reporté, alors a priori, à la discussion de la loi de finances. Voilà. On attendait celui-là, et j'en avais noté, je crois, un autre, qui était sur les modalités de dépollution aussi de l'eau et des sites qui sont contaminés par les PFAS. Donc on attend un décret pour dire comment ça va être fait, et celui-là n'a pas non plus été pris encore. Voilà. Avec le niveau d'instabilité politique qu'on a actuellement avec le gouvernement, on risque de les attendre très longtemps, ces décrets. Après, on a quand même vu là, justement, pour les décrets d'application, enfin en tout cas les décrets d'application dont tu as déjà parlé, qui étaient mis en consultation, et qui a beaucoup été décrié aussi, c'est qu'en fait, il a été mis en consultation pendant l'été. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau en France. Alors certes, là on l'a vu justement avec la loi du plomb, voilà, même dans des périodes comme ça, justement les gens se sentent concernés et se bougent, mais c'est là aussi du coup nous on doit, en tant qu'association, un peu jouer ce rôle de vigie, ce que Génération Future a d'ailleurs très bien fait sur ce décret-là, notamment avec notre affaire à tous. Mais voilà, il y a aussi ce truc où l'instabilité a aussi favorisé des moments où, juste avant la chute d'un gouvernement, il se dépêche aussi de faire passer un certain nombre de textes. Et celui-ci, en l'occurrence, qui a été mis en consultation en plein mois d'août, où il y a quand même moins d'attention envers ces temps réglementaires. Mais du coup, vous avez beaucoup parlé de cette loi en février 2025 là, sur le PFAS, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire, il est très largement... Enfin, cette loi est largement insuffisante. Alors qu'on a entendu les lobbies, les industriels, le groupe SEB en premier, dire que justement on était en train de rajouter beaucoup trop de réglementations, qu'on compliquait beaucoup trop la législation pour les entreprises, etc. etc. La réalité, c'est que là, il faudrait faire une deuxième loi en fait. Faire une deuxième loi, sur des lois qui sont inappliquées, inapplicables, on n'en a pas forcément besoin. En tout cas, déjà appliquer cette loi. Et puis il y a aussi un volet, parce qu'on n'a pas évoqué les réglementations sur les incinérateurs, donc il n'y a pas de normes de limite d'émission pour les PFAS dans les incinérateurs ou autres types d'installations. Et donc là, on est dans la phase de connaissance. Donc les trois axes dont j'ai parlé tout à l'heure, connaissance, réduire les risques et puis gérer les risques.
Donc on est dans la phase de connaissance, et là on a juste un arrêté ministériel qui nous fixe un calendrier pour savoir contrôler les PFAS, donc 49 substances dont vous parliez tout à l'heure, qui sortent des incinérateurs actuellement ou qui en sortiront d'ici 2028, parce que c'est un calendrier qui s'échelonne d'ici 2028. Et à partir de là, je pense, quand on aura ces éléments-là, on aura probablement des normes d'émission à respecter, des valeurs de référence à respecter. Mais ça, le temps est long. Et là, on sent qu'il y a de la discussion parce que c'est les industriels qui sont concernés. Et ces textes aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la réglementation, c'est un compromis, c'est notre société en fait. C'est le reflet de compromis dans notre société. Et je pense que sur la réglementation des émissions, on n'a pas la connaissance, donc on ne peut pas fixer des règles. Donc il faut connaître, mais on ne peut pas tout faire tout de suite parce que ça coûte cher. Enfin, c'est un espèce de compromis. Peut-être que tu voulais rebondir sur ça, mais je pense que je ne suis pas totalement d'accord sur le côté reflet d'un compromis. Là, on l'a tous bien vu, notamment sur la loi PFAS, que le lobby Tefal a quand même conduit à exclure tout ce qui était équipement en usage pour la cuisine, quoi, alors qu'on parle justement de produits qui sont en contact avec l'alimentation, qui se sont fait exclure de l'objet de la loi. Enfin, ça, c'est quand même des choses très récurrentes. Et donc, compromis, oui, mais en même temps, on voit aussi que, là, en l'occurrence, qui était vraiment emblématique de cette production, et notamment donc, dans la vallée de la chimie à Lyon, c'était vraiment l'industrie Tefal qui était mise en cause pour les rejets. Quand je dis compromis, c'est aussi à qui va parler plus fort. Hein. Je dis pas que c'est un compromis qui est juste. Je dis juste que il y a plusieurs voix qui s'expriment et le poids ne reflète pas forcément la nécessité. Justement, tu nous disais que là, globalement, on nous rétorquait qu'il n'y a pas la connaissance pour faire la réglementation, mais justement, dans la réglementation actuelle, il y a quand même une obligation, t'en parlais, de surveillance, de contrôle concernant l'eau, une obligation de contrôler, mais cette obligation de surveillance, elle vaut uniquement pour l'eau, elle ne vaut pas du coup pour ce qui est émis dans l'air. On n'a pas encore de seuil en fait à ne pas dépasser, en effet. Si on ne surveille pas, on n'aura pas la connaissance. Quand j'ai dit on surveille l'air, j'ai dit, alors dans l'eau, on surveille l'eau parce que c'est l'eau potable. Et on sait qu'on ne doit pas donner une eau non potable à la population, donc on surveille l'eau et on a fixé des seuils à respecter. Donc là, on l'a, mais c'est pour l'eau potable. Hein. C'est pas forcément pour la qualité des rejets industriels dans l'eau, c'est pour les eaux qui vont aller dans des usines de traitement et qui vont alimenter les robinets. Pour l'air, on n'a pas de seuil pour les PFAS. Je vais fermer cette petite parenthèse réglementation. Juste ajouter une toute petite précision. Tu en as parlé rapidement du PPWR, qui est le règlement emballage et déchets d'emballage qui est entré en vigueur, qui a été adopté en décembre dernier et qui va entrer en vigueur progressivement. Là, typiquement, la disposition sur les PFAS, elle vise à interdire l'usage des PFAS dans les emballages au contact alimentaire. C'est-à-dire que dans tous les autres emballages, on pourra continuer à utiliser des PFAS. Des emballages qui sont souvent pas recyclables et qui vont donc se retrouver dans les incinérateurs, qui vont être brûlés et qui vont diffuser des PFAS. Donc là, on a encore l'exemple on était quand même content d'avoir cette mesure, mais qui reste restrictive en fait. Pourquoi on n'arrête pas juste d'utiliser les PFAS dans les emballages de manière générale. Sinon, on va essayer avec le mien, je te pose ma question. Juste peut-être, il y a une question que je me pose parce que je ne suis pas scientifique. Il y a des restrictions, donc des interdictions sur les PFAS au-delà d'un certain seuil ou d'une certaine concentration. Par exemple, pour les emballages en contact alimentaire, la restriction c'est de 25 parties par milliard pour tous les PFAS. Est-ce que concrètement, c'est quoi? C'est de la trace en fait dans les emballages en contact alimentaire? On interdit, ou bien c'est quand même une quantité assez substantielle, par exemple. C'est 25 ppb. C'est nanogramme par gramme, tout simplement. C'est voilà, c'est aussi c'est pareil. C'est pareil. Ça dépend quelle unité on prend. Parlez pas en même temps, sinon on ne s'entendra pas. Est-ce que sinon ça vous va si on répond à cette question tout à l'heure? Je voudrais quand même revenir sur les conclusions de Zero Waste France sur les incinérateurs, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire sur ces centres. On a aussi beaucoup d'arguments de la part des personnes qui gèrent ces centres sur
pourquoi gérer ces centres, etc. L'un de ces arguments qu'on entend et qu'on lit, c'est qu'on a là une source d'énergie. Et ce qu'on peut dire de l'incinération, du coup, des déchets, qu'on a là une source d'énergie renouvelable qu'on peut utiliser, parce que c'est quand même un argument qui revient. Et donc, qu'est-ce qu'on répond à cet argument? C'est exactement ce que disait Amélie tout à l'heure sur un peu le poids des mots, la rhétorique, etc. Il y a un vrai combat là-dessus. Et ça s'est notamment traduit par la manière dont on qualifie aujourd'hui les incinérateurs. Donc avant, on parlait vraiment d'incinération d'ordures ménagères, quoi. Et aujourd'hui, on est sur des unités de valorisation énergétique. Donc vous n'allez plus retrouver le mot d'incinérateur. Ce shift, il s'est notamment opéré en fait sous l'influence du droit européen, qui est venu en fait poser une distinction entre les activités d'élimination pure et donc on parle d'incinération, mais en fait où on ne récupère pas la chaleur qui est produite et donc on ne transforme pas en énergie, des du coup incinérateurs avec valorisation énergétique. Et en fait, pour opérer du coup la distinction, il y a des seuils qui ont été fixés. On a estimé qu'à partir d'un certain rendement énergétique, eh bien, l'activité devait être qualifiée de valorisation énergétique. Et ça, c'est très important quand on regarde en fait on va dire le droit, les principes généraux en fait qui s'appliquent au droit des déchets. C'est que notamment maintenant on distingue donc, enfin, en tout cas depuis 2008, depuis la directive 4 déchets, on distingue donc la valorisation matière, donc qui est le recyclage des autres formes de valorisation, notamment de la valorisation énergétique. Et du coup, d'avoir créé cette catégorie valorisation énergétique, eh bien, on est venu mettre cette valorisation énergétique au-dessus de l'enfouissement et de l'incinération sans récupération d'énergie dans la hiérarchie des modes de traitement. Donc en fait, en creux, on estime que en fait, c'est mieux d'incinérer avec production d'énergie que d'enfouir. Et ça, du coup, ça a eu des conséquences très concrètes, puisque derrière, ça a aussi été assorti du coup d'obligations légales assez fortes sur du coup la réduction de l'enfouissement. Et ça a pu derrière aussi vraiment booster, en fait, notamment par les investissements publics, le développement alors, le financement du coup d'extension, de modernisation du VE, mais aussi le financement d'une filière qui s'appelle donc les CSR, les fameux combustibles solides de récupération, où vraiment on n'est plus dans une logique. Donc en parallèle du coup, on a ces installations classiques, donc qui s'appelaient des UIOM, qu'on a décidé de un peu rebander en unités de valorisation énergétique, en fait, dont l'objet principal de l'installation reste le traitement des déchets, bien qu'on récupère du coup la chaleur pour produire de l'énergie. Mais à côté de ça, alors en France, ça arrive, c'est arrivé plus lentement. Alors il y a des pays où on utilise des CSR depuis longtemps, mais du coup en France, parallèlement, donc ça, c'est à partir des années 2015, où on a eu la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui justement visait à réduire du coup l'enfouissement et qui parallèlement annoncer du coup l'adoption d'une stratégie nationale bas carbone, d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et en fait, dans tous ces documents du coup de politique publique, on est venu en fait inscrire la gestion des déchets en fait comme participant finalement à décarboner en fait l'industrie. Et donc les CSR, c'est des déchets qui sont traités. En réalité, en fait, les CSR, ça reste, c'est très proche des OMR. C'est juste qu'ils auront quand même subi une étape de tri, mais on retrouve quand même du tout venant. Et c'est aussi le gros problème, justement, quand on parle des impacts sanitaires. En fait, les CSR, c'est des déchets en mélange. Dans les études de caractérisation qui ont pu être faites, selon les lots, c'est entre 10 et 70% de plastique. Donc là encore, il y a vraiment cette question de est-ce qu'on peut vraiment parler d'énergie verte alors qu'en fait il y a une grosse partie des déchets qui sont brûlés, en fait ils sont pétrosourcés. Et donc on se retrouve du coup avec cette logique aussi de on brûle du plastique et donc avec tous les impacts sanitaires derrière. Mais en tout cas, ce qu'on voit vraiment, c'est que maintenant, quand on parle d'incinération, il y a vraiment cette rhétorique que ça va contribuer à décarboner l'énergie. Ça a d'ailleurs été dit aussi pour les CSR, on parle vraiment de chaudières, donc, puisque l'idée, c'est que du coup, les industriels remplacent notamment leurs chaudières qui fonctionnent classiquement au fioul par du coup des CSR.
Alors que justement, là aussi, on a notamment notre réseau, donc Zero Waste Europe, qui ont commandé un certain nombre d'études qui montrent qu'en réalité, quand on regarde le rendement énergétique de ces installations, bah, en fait, les incinérateurs ont l'intensité carbone la plus importante derrière le charbon. Donc en fait, du coup, bah, non, ça ne participe pas à décarboner. Et d'ailleurs, on a une étude de l'ADEME qui a été publiée cet été. Donc là, on commence en fait à avoir pas mal de choses aussi qui nous viennent des institutions parce que on sait aussi derrière en France, il y a vraiment une volonté de booster le développement des CSR parce que c'est une filière du coup qui était vraiment voilà, en France, on a cherché à pousser cette filière, mais pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Il y a eu les fonds chaleur, les fonds verts de l'ADEME qui ont été beaucoup orientés vers le financement de ces projets-là. Et donc là, on voit aussi qu'il y a cette étude qui est produite à un moment où voilà, on souhaite soutenir le développement de cette filière. Et en résumé, de ce qu'on comprend de l'analyse de cycle de vie, c'est que si on ne prend pas en compte les déchets qui sont détournés de la décharge, notamment, eh bien, en fait, le recours au CSR a très peu d'intérêt. Sauf que ce que nous dit l'ADEME ou aussi les institutions européennes depuis déjà quasiment 10 ans, c'est que, en fait, l'incinération a déjà contribué significativement en fait, à détourner des déchets de la mise en décharge et que maintenant, en fait, il s'agirait de respecter la hiérarchie des modes de traitement et donc d'investir dans la prévention des déchets tout simplement et que en fait ce qu'on voit vraiment c'est que pour l'instant on a un report et bien que et même quand les pouvoirs publics disent bah, en fait ok là par exemple on investit dans les CSR parce que comme c'est quand même des déchets qui ont été un peu plus triés ben, leur pouvoir calorifique inférieur donc ce qui permet d'établir leur valeur énergétique est quand même un peu plus intéressante que les EMR donc on va soutenir le développement des CSR mais les UBE on en a déjà à peu près 120 en France, on en a assez et le rendement n'est pas très intéressant, donc on va rester à capacité constante. Ben, en fait, ce qu'on voit dans les faits, et le cas de la Bretagne, il est assez emblématique à cet égard, c'est qu'on est en train d'accroître significativement les capacités d'incinérateurs des UBE. Donc en fait, on a des projets de CSR qui se développent. Je crois qu'entre les chiffres de l'ADEME entre 2022 et cette année, on est déjà passé de 16 projets à une soixantaine. Enfin, vraiment, ça. Alors là, peut-être, je vous redonnerai les chiffres, je mélange les projets de préparation et de combustion, mais en tout cas, il y a vraiment une poussée croissante. Mais à côté de ça, on continue aussi d'étendre les capacités des incinérateurs existants. Et quand on regarde le cas de la Bretagne, on est sur un accroissement de plus de 40% des capacités à horizon 2040. Et en fait, c'est vraiment juste un report de l'enfouissement sur l'incinération. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il faut arrêter de dire qu'on peut valoriser les déchets ou pas. En fait, oui, au bout d'un moment, il faut réduire notre production de déchets. En fait, si on regarde par exemple le plastique, non mais quand on regarde le plastique, 40% de nos déchets plastiques, en fait, c'est des emballages à usage unique. Donc à partir de là, c'est vraiment tout ce qu'on dit depuis ce matin sur les effets sanitaires de l'incinération, en fait, nous on estime quand même que c'est quelque chose qui peut être évité à la source. Ça fait en réalité, la quantité de déchets qu'on produit, etc. Ça date de de quelques décennies à peine. En fait, c'est des comportements qui sont relativement récents. Et comme le disait aussi Amélie très bien tout à l'heure, c'est qu'en fait la composition de nos déchets elle a évolué. Donc avant qu'on a commencé à brûler les déchets, on n'avait pas non plus tous les plastiques et toutes les matières très polluantes qu'on a aujourd'hui et qui se retrouvent dans les incinérateurs et qui sont notamment du coup à la source de l'émission de PFAS. Il y a un autre. On va y arriver. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Il y a un autre aspect qu'il faut quand même absolument aborder, puisque vous nous avez expliqué que voilà, il y a tout un tas de déchets qui se retrouvent là, qui ne devraient pas se retrouver là, que le problème, il se trouve finalement dans l'organisation de la filière de tri, qui est mal organisée, en amont. Tout ça, ça pose une autre question, c'est celle de la planification, finalement. En fait, si on doit changer nos filières de tri, si on doit bousculer complètement la manière dont on organise cette filière, ça signifie qu'il faut une capacité de planification titanesque,
pas seulement localement, mais à l'échelle nationale. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous avez pensé dans votre association. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? En fait, juste ce qu'on constate, c'est qu'en fait, chaque région a ce qu'on appelle un plan de prévention et de gestion des déchets. Normalement, corrige-moi si je me trompe, mais le PRPGD prévoit que dans une certaine mesure, quand même, les pouvoirs publics doivent anticiper les installations de traitement de déchets, mais ils n'ont pas non plus l'obligation d'avoir quelque chose de super précis. Mais en tout cas, pour dire que donc on a un plan qui va essayer, enfin, qui va plus ou moins poser les termes de qu'est-ce qu'on veut en termes de réduction et de gestion de déchets, même si dans les faits, en fait, ces PRPGD, ils sont quand même relativement assez médiocres. Ils sont très disparates d'un territoire à un autre. Donc on a ce que prévoit la région et ensuite c'est le préfet, l'administration déconcentrée de l'État qui va donner les autorisations, donc qui va autoriser les projets. Et en fait nous on se retrouve dans cette logique où notamment dans le cas de recours en justice, en tout cas sur le fondement du droit des déchets, on nous dit qu'en fait le plan il n'est pas assez précis. Enfin, en tout cas, on a vraiment des questions d'opposabilité de ces PRPGD pour faire tomber du coup un projet où on estime en fait quand on regarde les prévisions globales en termes de réduction, on n'a pas besoin de nouvelles capacités en fait. Donc cette installation là, nous en tout cas, on estime qu'elle est contraire à ce PRPGD là. Mais ça en tout cas, moi j'ai pas vu de cas où cet argument il a été fructueux devant la juridiction administrative. Et puis, ce qui se complique du coup, et là c'est encore un travail de fourmi dans l'analyse des données, c'est que maintenant le nouvel argument quand on voit des nouveaux projets, ça va être la solidarité territoriale. Et du coup, on arrive dans ce millefeuille administratif qui est extrêmement difficile de suivre, puisque encore une fois, donc PRPGD c'est l'échelon régional. Ensuite, ce sont les syndicats de traitement à l'échelle intercommunale qui vont organiser la gestion des déchets, et donc les flux qui arrivent notamment dans un incinérateur. Et c'est-à-dire qu'en fait, même pour rendre compte en fait des déchets qui doivent être traités au niveau d'un territoire, ça devient extrêmement compliqué en fait de dire, de rendre compte de quoi on a besoin et où, parce que justement il y a des flux de déchets entre territoires. Ceci étant, il me semble, une des pistes serait peut-être de prévoir qu'en termes de déchets, en fait, il faudrait qu'il y ait un principe de proximité qui soit beaucoup plus contraignant, parce que ça aussi c'est un des grands principes du droit des déchets, principe de proximité. Donc en principe, on ne doit pas s'amuser à faire parcourir des kilomètres et des kilomètres aux déchets. Ça évidemment dans les faits, voilà, ça reste un peu incantatoire. Et du coup, peut-être qu'il y aurait quelque chose à imaginer sur le fait que au niveau d'un territoire, on ne peut pas importer des déchets plus loin que, je ne sais pas, le département limitrophe ou au-delà de la frontière du syndicat de traitement. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à penser là-dedans, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de suivi, même pour nous, c'est extrêmement difficile de rendre compte finalement on va toujours nous faire valoir, en fait, si moi j'ai des besoins sur mon territoire parce que j'importe le déchet de l'interco voisine. D'ailleurs, Raphaël Chanel, qu'est-ce que disent les réglementations sur la production de déchets en amont, avant l'incinération? Est-ce que c'est des choses qui sont, il y a des choses qui sont dites, qui sont pensées, ou ce sont des impensés de la réglementation? Il y a un principe, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une hiérarchie de traitement des déchets. Enfin, le principe fondamental, c'est d'éviter de produire des déchets. Et après, quand on a des déchets dans les mains, eh bien, c'est réduire la production de déchets. Et puis, dans le traitement, on va avoir la réutilisation, le réemploi, et puis le recyclage, et in fine, l'élimination dont fait partie l'incinération et l'enfouissement. L'incinération sans valorisation énergétique. Qui, en fait, en réalité, aujourd'hui, la valorisation énergétique, c'est quasiment la totalité de l'incinération, et c'est aussi ça qu'on dénonce, qu'on demeure sur cette distinction qui est complètement dérisoire. En gros, 98% des incinérateurs européens, en fait, relèvent de la valorisation, et donc sont considérés comme au-dessus de l'enfouissement dans la hiérarchie des modes de traitement. Donc, on a ce principe de hiérarchie, et on a aussi le principe de proximité qui vient d'être évoqué, et qui, c'est vrai, concrètement, n'est pas vraiment opposable à une autorisation de création d'un incinérateur. Donc, concrètement, en pratique, on n'a pas d'annulation pour manquement au principe de proximité. Il y a un autre principe dont on ne parle pas, c'est le principe de précaution. Il est complètement absent dans cette histoire.
quand on parle de PFAS, quand on parle d'incinérateurs, quand on parle d'autres polluants, le principe de précaution en France, on a un peu l'impression qu'il, je sais pas, il vient absent. Il est très difficilement invocable efficacement. La Cour administrative d'appel de Paris l'a retenu il y a quelques semaines par rapport à des pesticides, manquement à méconnaissance du principe de précaution par l'État. Il est difficilement invocable, mais comme ça, à creuser évidemment, je trouve que pour les FIFAS, avec la restriction générale qui se dessine au niveau européen, et ça montre quand même qu'il y a un vrai risque en fait, vu qu'on parle d'interdiction. Et donc je me demande si le principe de précaution, alors c'est à muscler, à construire, pourrait pas être invoqué, alors en lien avec ce qu'on disait, les PFAS, on les trouve en entrée, on les retrouve en sortie nécessairement d'un incinérateur. Il en crée des nouveaux. L'étude de l'INERIS, ça pourrait être un... En fait, dans les contentieux, il faut montrer ce qu'on invoque. Et en fait, on part du postulat aujourd'hui que l'administration laisse faire. Donc, c'est qu'il n'y a pas de risque, en fait. Donc, c'est à nous, à ceux qui contestent, de montrer qu'il y a un risque. Il y a des études, et donc de mettre en relation les études qui existent, l'évolution de la réglementation au niveau européen, aux États-Unis aussi, avec des normes qui sont différentes, des normes qui sont plus strictes, de montrer que voilà, il y a un risque qui existe, même si en Europe on n'a pas de certitude, il y a quand même un risque pour la société, et donc il faut prendre des mesures d'ores et déjà. Et donc il faut montrer voilà, la presque certitude de ce risque pour utiliser. Mais c'est un principe qui est rarement retenu. Ok. Vu l'heure, vu qu'il y a des questions dans la salle, on va passer à nouveau le micro dans le public. Francis, on commence par toi, vu que tu avais une réponse tout à l'heure. Ah oui, est-ce que tu peux me rappeler la question? En fait, il y a des seuils de concentration de PFAS dans les produits. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des interdictions de mise sur le marché de certains produits, textiles, cosmétiques, choses comme ça. Donc ça, c'est pour la réglementation française. On attend les seuils en deçà desquels les produits pourront être mis sur le marché. Il y a un exemple concret, par contre, avec des seuils existants, c'est pour les emballages au contact alimentaire. Et on nous dit que donc il ne pourra pas y avoir de mise sur le marché quand le seuil de 25 parties par milliard sera dépassé pour les PFAS, 250 parties par milliard pour la somme des PFAS mesurées. Et ça, concrètement, voilà, c'est une question, est-ce que c'est significatif? Est-ce que ça l'est pas, en fait, ce seuil-là C'est certainement basé sur la diffusion en fait, de l'emballage vers l'aliment. C'est-à-dire qu'en final, ce qu'on va voir, c'est quand une personne va consommer cet aliment et la quantité qu'elle va absorber en PFAS. Donc, on estime, donc apparemment c'est 25 ppb donc, par milliard. Donc, c'est une dose qui a été évaluée pour qu'il n'y ait pas de contamination significative pour un humain qui va manger en fait ce qu'il fera dans l'emballage. Et par exemple, tout à l'heure, on avait des seuils pour les œufs. Parce que oui, il y a aussi un règlement européen, dont tu as parlé Génération Future tout à l'heure, qui fixe des seuils de PFAS, de concentration de PFAS dans certains aliments. Par exemple, pour les œufs, je ne sais plus combien c'était, mais est-ce que le seuil, donc l'emballage dans lequel va être l'œuf, s'il a cette concentration en PFAS de 25 parties par milliard, est-ce qu'on est proche, on est loin du seuil on est très loin, puisque par rapport à l'œuf qu'on voyait, et puis on rajoutait 2 œufs, mais on voyait qu'on dépassait, ou c'était la quantité absorbée par un enfant ou par un adolescent de 140%. Donc c'est très très faible. Mais en fait, ce que je retiens moi de toutes ces évaluations, c'est qu'elles sont assez disparates et avec, alors tu dis l'œuf c'est ça, l'emballage c'est ça, dans l'air c'est ça, dans le sang c'est ça, donc ça devient quelque chose qui est assez, comment dire, tentaculaire, avec des seuils qui sont calculés selon chaque expert dans son domaine, et ce qui fait un patchwork de seuils à ne pas franchir ou à éviter. Mais voilà, c'est très faible. 25 ppb, c'est très très faible.
Par exemple, les impuretés génotoxiques pour les médicaments, on est à 2,5 ppm. Donc là, on est 1000 fois plus faible, même 10 000 fois plus faible que les impuretés génotoxiques dans les médicaments. Ok, merci. Oui, juste avant de poser ma question, une petite remarque sur ça, c'est que 25 parties par milliard, de quoi? D'un volume, forcément. Donc c'est absurde pour des emballages, parce que ce qui compte, c'est les PFAS sur la surface des emballages, surtout pour le contact alimentaire. Donc ce seuil, il n'a aucun sens, de mon point de vue. Bon. C'est une limite de la réglementation, encore une autre. Oui, oui. Ma question porte sur le système français de taxation, de mesures fiscales. Je parlais par là de la taxe générale sur les activités polluantes. Je voudrais remonter à la directive européenne. La directive européenne, les directives européennes en général doivent être traduites en droit nationaux, donc en droit français en l'occurrence. La directive européenne sur les déchets disait qu'il fallait prendre des mesures, je ne me rappelle plus par cœur, mais elle disait en clair qu'il fallait prendre des mesures fiscales pour dissuader de l'élimination des déchets. Elle ne distinguait pas l'incinération de l'enfouissement. En France, on a, de mon point de vue, mal interprété la directive européenne en faisant une taxation beaucoup plus forte sur l'enfouissement que sur l'incinération. Donc du coup, principe des vases communicants, à volume égal de déchets, j'y reviendrai après, eh bien quand on ne peut plus enfouir, on incinère, quoi. Donc il y a la France a volontairement, j'imagine, je pense que c'est pas sans le faire exprès, quoi, favoriser l'incinération, c'est très clair. De mon point de vue, du point de vue juridique, mais à haut niveau, on devrait pouvoir attaquer cette malinterprétation de la directive européenne. Alors, en ce qui concerne, parce que l'enjeu fondamental, c'est ça. Actuellement, ce qui est en train de se passer sur l'incinération, c'est à cause de l'enfouissement, à cause de cette TGAP, entre autres, mais pas que, et aussi à cause du fait que la loi de 2015, la loi de transition énergétique sur la croissance verte, avait dit, avec raison, dans 10 ans, il faudra que l'enfouissement soit diminué de 50% par rapport à 2010. Ok? C'était faire ça en 10 ans, ça voulait dire 10% par an, en gros, c'était viable, sauf que sur les 10 ans qui ont suivi 2015, jusqu'à maintenant, les déchets n'ont pratiquement pas diminué. Et on s'en aperçoit en 2024, alors que dans la loi de transition énergétique, il y avait aussi un objectif pour 2020, moins 30% en 2020. Et là, tout le monde avait oublié. Hein. Donc, de mon point de vue, au niveau de l'État, il y aurait quelque chose à faire au niveau national pour dire c'est la réglementation française qui ne va pas, quoi. Le lobby, évidemment, le gros lobby, on le connaît tous, Veolia, 50 milliards de chiffre d'affaires, hein. C'est un énorme lobby. Si je me pose la question à qui profite le crime, bah, la réponse c'est à Veolia. On va prendre 2 dernières interventions, puis ensuite on va passer à la dernière table ronde. On vient d'entendre un monsieur juste devant moi qui a défendu l'idée que 25 milliardièmes de grammes par gramme, ce que vous voudrez, c'est très faible, très faible. Savez-vous à combien agit une hormone dans notre corps? Au millième de milliardième de grammes par gramme. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de faible dose. Et ça ne rentre pas dans les esprits. On est toujours sur cette absurdité de dire c'est tellement faible, et on nous a vendu ça pendant des années, c'est tellement faible que ça ne peut pas être nocif. Mais on oublie une chose, c'est qu'on se contamine tous les jours. Et on ne se contamine pas pour un poison, on se contamine tous les jours par un cocktail de poison. Donc tout ça, c'est l'histoire de faible dose, c'est pas compris. Je le vois, c'est pas compris. Et c'est pourtant ça qui nous attend. Et qu'on prend tous les jours, tous les jours et tous les jours. C'est bon. Alors moi, je voulais revenir sur des mots qui me choquent. Éliminer. Éliminer par l'incinération, ça n'existe pas.
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc l'incinération, si on prend le tabac, c'est la combustion qui est gravissime pour le tabac. C'est pas le tabac à chiquer qui est le plus grave, hein. Ça crée plus de 100 molécules problématiques. Et pour l'incinération, c'est bien plus. Pour répondre là-dessus, évidemment, c'est pas mes termes. Je sais bien. Et c'est vrai que là, on l'a pas trop évoqué parce qu'on a parlé beaucoup des émissions, notamment dans l'air. Enfin, on a parlé des fumées d'incinération. Mais effectivement, juste pour préciser, quand on parle notamment des résidus solides des mâchefers, c'est environ un quart de la matière qui est en entrée des incinérateurs. Donc en fait, il faut aussi se dire, au-delà des émissions directes par l'activité d'incinération, il y a toutes les sources de pollution indirectes, et notamment ces résidus solides qu'il faut aussi gérer. Et il en va de même pour le recyclage. Et plus l'air, etc. De toute façon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Renouvelable. Alors, parler de renouvelable, moi, pour mais c'est leur langage, hein, c'est pas vous. Hein. Parler de renouvelable, c'est pas possible. Non, c'est pas des renouvelables. On produit des déchets, et puis après, on essaye d'en faire quelque chose. C'est pas renouvelable. Et source d'énergie, là c'est pareil. Moi, si j'entends ça, je vais considérer que faire des déchets, c'est super, parce que on crée de l'énergie renouvelable. C'est absolument impensable. Voilà, mais je sais bien. Voilà. Donc c'est un truc qui est quand même ignoble. Et puis je rappelle que Total et puis le producteur arabe, ils prévoient de multiplier par 2 leur production de plastique dans l'avenir. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la thématique. Ensuite, Citeo. Citeo, c'est un gros mot qui n'a pas été utilisé ici. Avant, il y avait éco-emballage, les gens plus âgés connaissent. Citeo, maintenant, c'est éco-emballage plus la filière presse. Citeo, tous ces organismes-là, ils sont jugés partis. Citeo, c'est la collusion, c'est le mélange des professionnels des emballages et de gestionnaires de déchets. Ils n'ont absolument pas intérêt à réduire. Et d'ailleurs, ils ne réduisent pas. La seule chose qu'ils font plus, c'est qu'il y a plus de tri des déchets parce que ça leur rapporte plus. C'est tout. Donc on ne peut pas s'en sortir avec ce genre de choses. On donne la clé du camion à ceux qui polluent. C'est ignoble. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, aussi, on a parlé donc de l'incinération versus centre d'enfouissement, et puis donc on parle effectivement d'énergie pour certains. Il y a un truc que je constate, c'est que franchement, la récupération du méthane dans les centres d'enfouissement, franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Et juste, je peux ajouter quelque chose pour le côté un peu piste, parce que du coup on a un peu dressé ce tableau et effectivement on n'a pas trop eu le temps d'aborder justement quelles mesures peuvent être prises pour réduire les déchets, donc in fine l'incinération et les émissions polluantes. Et comme ça a été évoqué sur la TGAP, en ce moment il y a le projet de loi de finances 2026 qui est à l'étude. Moi, mes collègues du plaidoyer ont travaillé sur ça, notamment pour obtenir du coup une TGAP ambitieuse sur les activités d'incinération. Alors effectivement, en plus on voit que ça marche, donc c'est sur l'enfouissement, notamment le fait d'être passé, d'avoir augmenté fortement la TGAP ces dernières années, ça a conduit en fait à réduire de 40% les tonnages de déchets enfouis en 4 ans seulement. Faudrait que j'ai peur de dire un mauvais chiffre, mais en tout cas on voit que ça a un impact significatif. Et à côté de ça, sur l'incinération, en fait, non seulement de base la TGAP elle est beaucoup plus faible, donc le poids à la tonne est beaucoup plus faible, c'est en moyenne on va dire 25 € par rapport à l'enfouissement, on est sur 65 € la tonne. Et en plus de ça, il y a une réfaction, donc il y a une réduction qui est appliquée pour du coup les unités de valorisation énergétique qui ont un haut rendement énergétique. Donc dans les faits, ça vaut en fait pour pareil, une grosse majorité des incinérateurs. Et en plus, les CSR dont on a parlé, donc les combustibles solides de récupération, eux, ils sont tout simplement pas soumis à TGAP.
Donc ça, c'est justement le travail qu'on est en train de faire en ce moment dans le cadre des discussions sur le PLF, d'obtenir du coup une TGAP qui soit aussi élevée que sur l'enfouissement pour justement éviter ce report vers l'incinération. Et en fait, si ça coûte trop cher d'incinérer et trop cher d'enfouir, au bout d'un moment, on devra bien faire quelque chose pour réduire les déchets et faire en sorte effectivement que les CSR soient couverts. Peut-être pour l'action par rapport à l'État français, on pourrait envisager un manquement de l'État français de ces obligations, mais les trajectoires dont on a parlé, la réduction, c'est, me semble-t-il, c'est pas une obligation au sens légal. C'est se fixe pour l'objectif, la France se fixe pour l'objectif. Donc je suis pas sûre que ça marcherait, par exemple, une action contre la France. Il y a quand même des objectifs de réduction, typiquement sur les déchets ménagers assimilés, c'est réduction de 15%. À horizon 2035. Enfin, on a quand même des objectifs légaux et réglementaires sur la réduction, mais en fait, derrière, évidemment, d'avoir des objectifs et pas de mesures concrètes, notamment les PRPGD, comme je disais, en fait, ils vont reprendre ces objectifs, mais concrètement, dans leur plan d'action, ils ne vont pas prévoir des mesures de prévention. Enfin, il n'y a pas de vraies mesures de prévention. Et ça, aujourd'hui, en fait, on le voit dans les budgets des collectivités, c'est 40%, qui va au traitement des déchets et 1% qui est utilisé en fait pour tout ce qui va être prévention et communication, notamment sur le tri à la source, etc. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on a aussi des fonds, le fonds économique circulaire, le fonds vert. En fait, aujourd'hui, ces fonds, ils sont principalement aiguillés vers le traitement des déchets. On l'a dit, subvention de projets de CSR, etc. Et il y a très peu d'argent qui est spécifiquement aiguillé vers la prévention. Donc on a des objectifs, mais en fait on ne se donne pas les moyens de les atteindre. Pour montrer qu'on n'a pas respecté ces objectifs. Donc concrètement, c'est ça qu'il faut faire comme démonstration.